Les entretiens se poursuivent sur Afrique Média. Merci de nous recevoir chez vous. Nous recevons ici à Kinshasa M. Moyo Liumba Herman. Il est candidat à la députation nationale dans la commune de Matete. Il est numéro 39. Également candidat à la députation provinciale dans la circonscription du Mont-Amba. Il répond ainsi au numéro 430. Il est le candidat du parti de la Révolution populaire, un parti allié à la majorité présidentielle. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Afrique Média. Alors on va s'intéresser à votre candidature. Tout d'abord, vous êtes candidat à la fois à la députation nationale, mais également à la députation provinciale. Déjà, pourquoi? Oui, parce que en fait, la réalité, c'est que il faut être vraiment à la base, c'est-à-dire représenter le souverain primaire là où il est, là où nous puisons toute notre légitimité. Il se trouve que je suis né dans une commune très connue à Kinshasa qui s'appelle la commune de Matete, et tout pour moi est parti de cette commune. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je dois beaucoup à cette commune, et il eût été inconvenable qu'au moment où Matete a besoin de ses filles et fils pour le représenter, que je puisse me dérober. Ensuite, la députation nationale, c'est plus une question de cohérence pour apporter la voix de Matetois au niveau du Mont-Amba et ensuite représenter le Mont-Amba. Une certaine continuité. Hein. Oui, il y a une continuité, évidemment. Alors, dans votre message, on va dire comme ça, un message de campagne que nous avons écouté, vous parler de rectifier ou encore de corriger les erreurs du passé. De quelle erreur s'agit-il exactement? Oui, parce que toute œuvre humaine est perfectible. Nous assumons totalement le bilan de la majorité à laquelle nous appartenons et nous soutenons fortement le candidat de cette majorité puisque nous avons des acquis que nous devons défendre. Mais comme toute œuvre humaine est perfectible, nous pensons que nous pouvons aller encore plus loin. Nous n'avons pas été assez loin, suffisamment loin, parce qu'il faut du temps pour inscrire une œuvre dans la durée et notre perspective ne s'est limitée pas à ces années passées. Nous avions une vision, je crois que vous le savez, le chef de l'État a parlé de cet horizon 2030 qui est notre horizon la plus proche pour une vraie modernité du Congo. Donc voilà, nous nous battons pour arriver à cet horizon-là. On nous juge sur le temps. Dans le domaine de la santé, apparemment, vous vous battez beaucoup plus sur ce domaine-là. Oui, parce qu'il y a une forme d'injustice. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des êtres humains ou à cause de l'anophèle, mais il se trouve que nous sommes victimes du paludisme. Au Congo, le Congo a un triste record. Nous sommes le 11e pays où la mortalité est forte en paludisme. Et là, si nous parlons pendant une heure, mourra déjà 3 Congolais de cette maladie. Alors, ce n'est pas normal aujourd'hui et je pense que c'est une cause qui doit devenir une cause nationale. Nous devons nous battre pour éradiquer le paludisme. Je trouve que c'est un beau combat parce que c'est quand même un Congolais sur 3 qui meurt de paludisme et si on peut éviter toutes ces morts-là, ça sera plutôt une belle victoire à l'horizon de notre mandat. Eh bien, si vous êtes élu, quels sont les points sur lesquels vous allez vous atteler? On sait déjà, vous avez parlé du domaine de la santé, mais est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, bien sûr. Moi, je suis préoccupé par d'abord tout ce qui a trait à la santé, notamment des problèmes d'assainissement, d'hygiène qui finissent par devenir des problèmes sanitaires, et aussi tout ce qui touche à la scolarité, parce que je crois que nous sommes un pays très jeune et le meilleur investissement que nous puissions faire, c'est investir dans nos enfants, investir dans l'école, une école de qualité qui puisse produire des élites demain. Je suis aussi... Oui, l'éducation, ça c'est vraiment le poste primordial d'investissement que nous devions intégrer, nous tous, dans nos programmes. Et puis je suis aussi attaché aux problèmes liés à l'emploi, faire en sorte qu'on donne plus de chances à nos jeunes qui terminent des études de trouver des emplois. Et puis la sécurité, vous savez, nous avons un phénomène qu'on appelle le phénomène Kuluna, qui est quand même un phénomène dangereux, qui dans certains endroits empêche vraiment le bien vivre ensemble. Donc voilà, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je m'appesantir. Et puis, juste la géographie du Congo est une géographie particulière. Nous avons des communes entières qui sont attaquées par l'érosion et c'est vrai que les érosions sont un ennemi urbain contre lequel il faut se battre. Nous avons une ville de Kinshasa, par exemple, qui a 17 rivières et ils débordent tous de l'air lisse. Ça pose des problèmes énormes en termes de plan d'occupation de sol. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous devrions nous battre pour que le Congo soit un peu meilleur. Et comment cela va se faire? Est-ce que le député que vous êtes va tout simplement se limiter à aller voter les lois, proposer des lois? Est-ce que le député que vous êtes va aussi quand même innover, aller peut-être pourquoi pas sur le terrain?
Oui, c'est ce qu'on fait déjà pendant la campagne. Et les gens nous reprochent en disant, vous le faites pendant la campagne, après on ne vous revoit pas. En fait, l'idée, c'est que le député reste constant, qu'il fasse pendant son mandat ce qu'il a promis pendant la campagne et qu'il garde ces liens entre la base et le Parlement, parce que on vient s'abreuver à cette source pour apporter un plus à cette population qui nous a élus. Et évidemment, il y a des sujets qui sont des sujets de notre circonscription, c'est important qu'on les défende, et puis il y a des sujets qui sont plutôt des sujets nationaux, transversaux, où il faut aussi être présent. Donc oui, le député doit nécessairement se référer à la base et aussi être présent, y retourner. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons le rituel des vacances parlementaires. J'espère pouvoir être un bon député. En tout cas, je ferai en sorte que dans 5 ans, j'ai encore le courage d'aller affronter ces gens qui m'ont fait confiance, parce que la petite histoire, c'est que beaucoup de députés ont du mal à revenir là où ils ont menti, par exemple. Parce que le bilan n'est pas très bon. Bah, le bilan n'est pas très bon. Bon, on ne peut pas généraliser. Les bilans peuvent être bons pour certains, moins bons pour d'autres. Après, c'est l'équation personnelle de chaque député. Chaque député a sa conscience. Il sait ce qu'il a défendu au Parlement, comment il a défendu sa circonscription. Mais ce qui est vrai, c'est que la sanction, c'est quand même les urnes. Donc, on saura demain qui a été bon, qui ne l'a pas été. Quand je dis demain, c'est le 23 décembre. Exactement. Justement, vous parliez de bilan. Puisqu'on parle de bilan, tout à l'heure, vous avez parlé des acquis. Justement, on va parler de ce bilan en termes d'acquis. On rappelle que vous êtes quand même rallié à la majorité présidentielle. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a ce réel acquis lorsqu'on parle de bilan du président Joseph Kabila? Exactement. Je pense que le président Joseph Kabila a fait énormément et il faudrait qu'un jour l'histoire lui rende l'hommage qu'il mérite. Peut-être que maintenant on n'a pas le recul du temps pour réaliser, mais vous seriez venu à Kinshasa il y a à peine 10 ans. Vous n'aurez peut-être pas pu arriver ici. Pourtant, nous sommes dans des quartiers plutôt privilégiés de la ville parce qu'il n'y avait pratiquement plus d'infrastructures. Vous avez entendu parler de 5 chantiers. Ce n'était pas une chanson, c'était une réalité. C'est-à-dire on s'est retrouvés subitement dans un pays sans infrastructure. Il fallait tout reconstruire. Et le président a pris à bras le corps la reconstruction du pays. Là, c'est des choses qui datent un peu, mais je peux parler des choses récentes. La réforme, par exemple, du code minier. Moi, je suis financier de formation et nous voyons bien que c'est la solution pour amener le Congo à mieux profiter de ses richesses. Alors on dit, pourquoi on le fait maintenant? Oui, on le fait maintenant parce que les choses doivent mûrir. C'est-à-dire que nous, Africains, nous avons peut-être ces problèmes. Notre rapport avec le temps est parfois irrationnel. C'est-à-dire qu'on est vite pressé de se débarrasser des gens parce qu'on ne veut pas s'installer dans la durée. Moi, je crois qu'il y a eu énormément d'acquis. Il y a eu beaucoup d'acquis sur le domaine de l'éducation, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, le domaine de la santé. Mais on peut aller encore plus loin. Mais sincèrement, quand on compare par rapport aux années 90, je crois qu'aujourd'hui, on a fait de bons qualitatifs. Le climat des affaires, par exemple, où nous avons gagné des points sur le doing business. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise à Kinshasa en 3 jours. Il y a énormément de progrès. C'est difficile de citer tous ces progrès-là. Il faudrait une liste. Et c'est vrai que je ne l'ai pas préparé, cette liste. Mais je pense que quand vous regardez ce qu'était le Congo il y a 10 ans et vous regardez aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'il y a énormément de progrès et bien sûr qu'on peut toujours en faire davantage. On va justement essayer d'aller plus loin. On va prendre peut-être on reste sur le bilan. On va prendre le cas justement des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On se base tout simplement sur les différents rapports des ONG internationales. Vous savez, les ONG internationaux, très sincèrement, ça n'engage que moi. Oui. Il y a à boire et à manger. Je crois que récemment, on a entendu parler des ONG qui, au prétexte de venir défendre les droits de l'homme au Congo, étaient plutôt trafiquants de coltan et faisaient passer des camions entiers, des minerais aux frontières. Donc, il y a ONG et ONG. Je crois que là-dessus, il faut être tout à fait lucide. Oui. Après, les droits de l'homme, c'est pareil. Moi, je suis très attaché aux droits de l'homme. Mais ensuite, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les critiques qu'on entend parfois, qui généralement sont plutôt, je dirais pas fantaisistes, mais voilà, il faudrait que ça soit fondé. C'est-à-dire que moi, je sais, pour être né au Congo, pour avoir grandi au Congo, aujourd'hui, je me sens un peu plus libre qu'hier. Et je crois que vous allez le constater, les Congolais s'expriment librement, on n'arrête pas les gens, on n'a pas tous un agent du SNIPS, je crois que c'est comme ça que s'appelaient ces services il y a une vingtaine d'années, où vous n'aviez même pas la possibilité d'émettre votre opinion parce qu'il y avait un agent, enfin, c'était un peu à la Ceausescu à l'époque, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, nous nous sentons libres, nous nous exprimons librement, et je crois que les droits de l'homme ont aussi des limites. Je ne sais pas si, au nom des droits de l'homme,
toutes les transgressions seraient permises. Donc voilà, les droits de l'homme, on y est attaché, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'abus. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je me sens plutôt libre dans ces Congos d'aujourd'hui. Peut-être c'est ce qui explique également l'élection de la RDC de votre pays, quand même au Conseil national des Nations Unies. Exactement, vous me donnez un argument, malgré les oppositions, malgré ceux qui voulaient démontrer qu'on n'était pas un pays des droits de l'homme, je crois que la sagesse a prévalu. Vous savez, le Congo est plutôt victime des exactions qu'autre chose. Et c'est vrai que ces Congos-là, parce que pays généreux traditionnellement, acceptent beaucoup de choses. Nous avons 9 frontières avec tout ce que cela comporte, des réfugiés, des ceci. Nous essayons d'être un peuple pacifique et tolérant, et je crois que nous le sommes, et il faudrait que de temps en temps on les reconnaisse. Alors on va s'intéresser à l'opposition, ceux qui sont en face de vous. Bien sûr, les autres candidats de l'opposition, on va d'abord s'attarder sur justement la députation également. Vous savez, cette opposition-là qui est réunie autour d'une plus ou moins quand même des coalitions, ce qui serait quand même un avantage pour elle. La stratégie politique appartient à ceux qui la construisent. Si l'opposition estime que c'est la meilleure stratégie, tant mieux. Moi, comme tous les Congolais, je suis un tout petit peu surpris par une forme de désordre qui règne dans cette opposition, très sincèrement. Un coup, on est dedans, un coup, on doit revenir vers sa base. Je n'ai pas envie de critiquer, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, l'opposition a démontré qu'elle avait d'énormes limites. Et je crois qu'il y a des querelles, des égos qui ont commencé à éclore, et nous ne sommes qu'au début. Qu'est-ce que ça sera si on était dans un contexte d'exercice du pouvoir ? Tel que je vois les choses parties, j'ai peur pour mon pays, très sincèrement. Je n'ai pas envie d'être dirigé par des gens qui demain vont changer d'avis au prétexte qu'ils ont mal dormi ou que tel a dit ça. Donc, quelque part, du point de vue de la cohérence, je crois qu'aujourd'hui, la cohérence est du côté de la majorité. Alors pourquoi votre voix porterait-elle plus que celle de l'opposition aujourd'hui ? Parce que les Congolais ne sont pas dupes, parce que les Congolais savent d'où nous venons, parce que les Congolais se souviennent de ce qu'étaient ces pays il y a 30 ans. Et beaucoup d'acteurs de l'opposition s'abreuvent à cette source-là, de ce qu'était le Congo d'hier. J'ai le sentiment que cette nostalgie d'un Congo d'hier voudrait redevenir finalement la donne aujourd'hui. Je crois qu'il y a un bilan, il y a des œuvres qui ont été accomplies qui font que les Congolais aujourd'hui, même si... Parce qu'on est un peu rebelle, hein, quelque part au Congo. On a envie de donner une prime à l'entrant, parce que c'est comme ça un peu partout. Mais quelque part, lorsqu'on analyse froidement, on se rend quand même compte qu'il y a d'un côté un travail réel qui a été fourni, et de l'autre côté, une envie d'en découdre, peut-être dans un souci de ôte-toi que je m'y mette. Mais très sincèrement, quel est le programme de l'opposition aujourd'hui? En quoi est-ce qu'il diffère du programme qui défend la majorité? Et puis, analysons encore froidement là-dessus, les opposants. Il y a encore récemment, ils pilotaient avec nous. Ils sont quelque part comptables de ces bilans qu'ils veulent contester aujourd'hui, qu'ils défendaient hier parce que c'était un bon bilan. Je crois vraiment que le problème est politique. Le problème est politique, c'est un positionnement, on est ministre de ceci dans tel contexte, on aimerait devenir peut-être cela dans un autre contexte, mais nos égoïsmes vont tuer le Congo. Quelque part, le Congo n'a pas besoin de ça. Nous pourrions faire l'économie de toutes ces crises, regarder toutes ces crises successives de l'opposition qui finalement a retardé le processus électoral. L'heure de vérité a sonné. Et aujourd'hui, le même qui hier nous invitait à des élections commence à dire à demi-mot pourquoi on y va. Donc quelque part, où est la bonne foi? C'est à vous de juger. Voilà, justement, il faut le dire quand même, beaucoup de personnes, en tout cas une certaine opinion, restent pessimiste en ce qui concerne l'organisation de cette élection le 23 décembre prochain. Est-ce que vous confirmez aux Congolais qu'il y aura bel et bien élection le 23 décembre? Je ne suis pas la commission électorale indépendante. Oui. Non, ce n'est pas à moi de confirmer ou d'infirmer, mais les informations officielles qui nous sont données par cet organisme indépendant, c'est que les élections auront bien lieu et nous avons été suffisamment préparés. Il y a eu des sessions de formation depuis très longtemps pour nous sensibiliser aux élections et tout le monde savait qu'il y aurait des élections. Et on s'est tous préparés pour que ces élections aient lieu. Et aujourd'hui, c'est la fièvre parce que nous sommes à 16 jours à peine des élections. Donc, j'espère bien que ces élections auront lieu. En tout cas, nous sommes préparés et les gens que nous rencontrons veulent bien que ces élections aient lieu. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que Kinshasa n'est pas le Congo.
Je crois que c'est un prisme déformant. Et le quinois n'est pas tout à fait exactement le prototype du Congolais parfait. Parce que le Congo, dans sa diversité, a aussi des manières de s'exprimer différentes. Mais il faut faire attention à intégrer la globalité des perceptions du Congo pour comprendre le Congo. Vous voyez? Donc, lorsque le quinois, par tempérament, un peu chahuteur, dit parfois des choses pour aller faire un peu de la surenchère, parce que c'est quand même la capitale, ce n'est pas forcément le sentiment des Congolais. Moi, j'ai la chance de parcourir ces Congos profonds et je rencontre des gens qui nous disent clairement qu'ils attendent ces processus avec beaucoup de sérénité parce qu'ils pensent que c'est le bon moment pour s'exprimer. Et je crois qu'on risque d'avoir des surprises quant même à la participation. Je crois que les gens de province attendent sérieusement d'accomplir leur devoir civique avec peu de passion, mais avec beaucoup de sérieux. Tout à l'heure, vous avez parlé de diversité. Et on rappelle également que dans votre message, on y revient toujours, vous parliez de lutter contre justement le tribalisme en République démocratique du Congo. Ce pays vaste, comment est-ce que vous comptez mener ce combat? Oui, je crois que s'il y a un acquis du moboutisme qu'on peut souligner, parce que, comme je vous disais, les hommes passent, mais il faut s'égarder de les accabler et de croire que tout ce qu'ils ont fait est mal parce qu'ils sont partis. Je crois que c'est plutôt ça. C'était quelqu'un qui, à l'époque, avait fait en sorte que ces pays ne puissent pas retomber dans les démons du tribalisme. Vous savez, nous avons 450 tribus. Si chacun commence à tirer les draps de son côté, les draps vont se déchirer et les Congo va se retrouver totalement dénudé et dépourvu. Donc, il y a ces dangers qui est réel, que je perçois lorsque j'entends certaines personnes stigmatiser certaines tribus à l'occasion parfois des élections ou à l'occasion des rien. Vous savez, à l'embauche, il y a ces réflexes un peu népotiques de dire il n'est pas de chez moi. Je crois que c'est un danger pour les Congolais. Le Congolais est plutôt congolais, plus que swahilophone, plus que loubaphone, plus que congophone. Donc je crois que c'est plus un danger un peu perfide que je perçois et j'ai dit il faut mettre des garde-fous pour que ça ne devienne pas demain quelque chose de grave et qu'on n'ait plus le temps d'y remédier. C'est un risque. On voit d'autres pays, je vais parler par exemple du Cameroun où on sent cette scission entre anglophones et francophones. Je ne voudrais pas que mon pays vive de moments traumatisants inutilement, donc j'alerte. C'est aussi le boulot des députés que d'anticiper peut-être l'opinion pour éviter des périls. Alors avant de vous permettre d'adresser pourquoi pas un dernier message aux Congolais, bien sûr, on va parler de la machine à voter qui crée quand même la polémique en République démocratique du Congo par rapport à ces élections. Votre avis? Mais là aussi, je vais vous inviter à peut-être observer le Congo dans sa globalité et vous verrez que ça pose plus problème à Kinshasa où on est nourri aux fake news à longueur de journée. On nous explique que ce sont quand même les candidats qui dénoncent. Oui, mais vous savez, encore une fois, je ne pense pas que la bonne foi soit la caractéristique majeure des hommes politiques partout dans le monde. Généralement, nous qui prétendons faire de la politique, nous avons tendance à avoir une bonne foi à géométrie variable, ce qui est bien dommage. Je ne cautionne pas, mais je constate. Parce que, par exemple, la machine à voter, avant d'en parler, il y a un préalable. Il faut l'avoir testé. Il faut d'abord que ceux qui critiquent la machine à voter nous certifient qu'ils l'ont réellement testé. Ça, c'est la première des choses. Une fois qu'on l'a testé, il faut nous expliquer en quoi est-ce que cette machine pose problème. Moi, j'étais comme tout le monde un peu sceptique parce que c'est vrai qu'on n'a jamais utilisé des machines chez nous. Mais après l'avoir testé, je me dis, mais quel outil extraordinaire. Dans un pays où nous avons des gens qui sont analphabètes, qui aspirent à voter. Cet outil permet de pouvoir voter exactement avec la même facilité que nous avons lorsque nous utilisons notre téléphone portable. Parce que c'est tactile, on voit des images, donc qui sont les candidats. Ça élimine les risques de se tromper sur son candidat parce qu'on appuie sur sa photo qu'on valide, donc il n'y a pas de risque qu'on vote pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, et c'est là où je trouve que la mauvaise foi est tout à fait extraordinaire, lorsque ces bulletins sortent de la machine, on est dans le vote manuel traditionnel, habituel, puisqu'il y a l'urne. Donc, la machine n'est qu'un outil. Le dépouillement, c'est un dépouillement traditionnel à l'ancienne. On compte des bulletins. Alors, on nous explique,
moi j'ai quand même fait un peu d'informatique, comme les autres d'ailleurs qui critiquent, qu'on nous explique par quelle magie cette machine va cracher des bulletins et aller les mettre dans l'urne pour que subitement on se retrouve avec plus de bulletins. Et les témoins, ils servent à quoi? Et à qui on a interdit d'avoir un témoin? Puisqu'à la fin, on signe un PV ensemble pour dire il y a eu 600 votants dans ces bureaux. Sur les 600 votants, nous avons retrouvé 600 bulletins. S'il y en a eu 540, c'est 540. Donc à quel moment la machine, subitement, nous donne des claques? Vous savez, ça me fait penser à ces films, les surdoués passent le bac. Hein, on imagine une machine comme ça qui aurait des bras articulés, qui remettent le bulletin, qui donnerait des claques aux témoins, qui donnerait des somnifères à d'autres. Non, il y a des gens qui sont là. La machine n'est qu'un outil. Par contre, comment vous appelez ça, ça permet de mettre des bulletins sans forcément qu'il y ait de l'encre, ce qui a un gros avantage parce que c'est quand même un peu écologique. Donc, moi, je trouve beaucoup d'avantages à cette machine et je pense qu'on a tort de stigmatiser cette machine parce que vous savez, aux dernières élections, on avait aussi inventé une histoire à dormir debout, exactement la même qu'aujourd'hui, mais ce n'était pas les machines, c'était l'encre indélébile qu'on utilisait. Les Congolais disaient, mais cette encre va vous couper le doigt, c'est fait pour que ça disparaisse, que ça réapparaisse. On a tout entendu. Les élections ont eu lieu et à la sortie, je crois que c'est le peuple. Donc cette fois-ci, qu'on arrête de diaboliser cette machine, qu'on prenne le temps de l'utiliser, si on peut, et après l'avoir utilisée, je crois qu'on est un peu moins critique. Et si on veut critiquer cette machine, très sincèrement, madame, est-ce qu'on peut avoir des arguments scientifiques et techniques? Il ne suffit pas juste de crier au loup. Est-ce que quelqu'un vous a donné un argument technique? Qu'est fait cette machine techniquement pour qu'on puisse rôder avec? Je n'ai pas entendu. Des experts sont passés, tout le monde a parlé de cette machine, mais on n'a aucun argument technique. On veut juste faire peur. Et le peur, évidemment, c'est irrationnel. Donc on dit n'importe quoi pour que les gens aient peur. Et ça, c'est de la manipulation et je crois que c'est dangereux. Alors, on va sortir. Nous sommes en train de sortir. La dernière question, encore la dernière interrogation. On va tout simplement vous permettre d'adresser un message aux téléspectateurs ou encore tout simplement aux Kinois, l'électorat congolais qui vous regarde ce soir. Il est possible d'aller encore plus loin. Je crois que toute œuvre humaine est perfectible. Nous avons déjà fait beaucoup de choses, mais nous pouvons encore en faire davantage. Par contre, ce qui est important, c'est l'implication de tous. J'appelle surtout nos mamans, qui généralement chez nous en Afrique font une nation, de ne pas se laisser convaincre par des argutis qui veulent les empêcher d'aller voter. Il faut aller voter. C'est le seul moyen pour exprimer sa voix, son opinion et infléchir les choses. Que ceux qui sont pour la majorité votent pour la majorité, que ceux qui sont pour l'opposition votent pour l'opposition, mais qu'on n'oublie pas que ce qui est le plus important pour nous Congolais, c'est la paix. C'est la paix, la tranquillité, et ça n'a pas de prix. Donc que ceux qui sont en train de vouloir utiliser le rendez-vous électoral pour ensanglanter le Congo, pour encore nous endeuiller, qu'ils comprennent que ça serait impardonnable parce que la paix, la tranquillité, nous connaissons sa valeur, nous avons payé un lourd tribut pour l'avoir et ça n'a pas de prix. Il faut absolument que les choses se passent correctement et que le meilleur l'emporte. Merci à vous. C'était donc M. Mboyo Liumba Herman, les candidats à la députation nationale dans la commune de Matete, numéro 39, également candidat à la députation provinciale dans la circonscription du Mont-en-Bas, numéro 430. Il est candidat du parti de la Révolution populaire, parti allié à la majorité présidentielle. Il a accepté de répondre aux questions d'Afrique Média. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez bien sûr connectés à nos programmes. Au revoir.